Mesdames, Messieurs, chères administratrices, chers administrateurs, chers membres, bienvenue à l'Assemblée Générale de l'IFA. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous essentiel de notre association. C'est aussi l'occasion privilégiée de toute l'équipe de direction et de moi-même de vous présenter les projets réalisés sur cette année 2020. Une année si particulière pour nous tous. Une année aussi très particulière pour la gouvernance. Permettez-moi, pour ouvrir l'Assemblée Générale à huis clos, de revenir sur l'expérience que nous vivons. C'est dans les moments les plus difficiles que l'on donne le meilleur de soi-même. Le leadership des administratrices, administrateurs et dirigeants a été mis à rude épreuve en 2020. Si l'on regarde l'histoire, à chaque crise forte, la gouvernance s'est renforcée. La gouvernance est née dans le Federal Register Act en 1976 aux États-Unis suite à l'excès de certains dirigeants d'entreprise qui s'accaparaient une trop grande partie de la création de valeur. Depuis, dans les années 2000, suite au scandale de Enron, WorldCom, Parmalat et Andersen, ainsi que la crise financière de 2008, la gouvernance est devenue un élément central de l'entreprise. La crise que nous venons de vivre en 2020 révèle l'extrême urgence pour nos organisations de répondre aux enjeux non seulement économiques, court, moyen et long terme, mais aussi climatiques, sociaux et sociétaux. En effet, rarement la contradiction entre temps long, temps court n'aura été aussi difficile à tenir dans les discussions des conseils. Rarement la difficulté de maintenir l'agilité opérationnelle et le cap stratégique n'aurait été plus difficile et délicat. Rarement, l'équilibre entre impératif économique et engagement d'une responsabilité sociétale n'aura été autant mis au défi dans les conseils d'administration. Les contraintes sanitaires ont donné lieu à des expériences d'une ampleur inédite, d'abord du côté managérial, par exemple expérimenter des nouvelles formes de travail, reconsidérer le partage de la valeur et les priorités budgétaires, et parfois aussi revoir radicalement le modèle d'affaires et la stratégie. Défi de taille aussi dans la gouvernance et dans son fonctionnement au quotidien. Des questionnements sur la résilience de l'entreprise, comment mieux soutenir le management dans la gestion de la crise, comment organiser des réunions et des assemblées générales à distance. Cette crise, et la crise, est un révélateur non seulement de la collaboration entre les fonctions exécutives et la gouvernance, mais aussi pour la diversité des conseils qui s'est révélée une ligne de force face à l'intensité de cette complexité. La gouvernance à l'épreuve de cette crise aura aussi révélé la force du modèle français. Celui-ci a fortement évolué ces 10 dernières années, notamment avec la loi Copé-Zimmermann, qui a apporté une plus grande diversité dans les conseils, mais aussi la loi Pacte, qui était, à mon avis, prémonitoire de la responsabilité de l'entreprise et qui nous a beaucoup aidés à traverser cette crise. Le défi pour l'IFA, en 2020, aura été d'accompagner cette évolution de la gouvernance. Mieux, nous l'avions presque anticipé avec notre plan stratégique, et celui-ci a été suivi attentivement par le conseil d'administration de l'IFA durant cette période. Cette crise n'a fait que confirmer le cap pris par l'association. Vous m'avez fait l'honneur de m'accorder à nouveau votre confiance lors de l'Assemblée générale du 16 septembre 2020 en adoptant la raison d'être de l'IFA, en confirmant les axes majeurs de sa stratégie. Quelques thèmes. Le premier, c'est notre engagement à promouvoir une gouvernance responsable qui veille au bien commun. Ceci fait écho au vôtre en tant qu'administratrice et administrateur engagé. Deuxièmement, l'indépendance d'esprit qui doit servir la multiplicité de nos responsabilités en tant qu'administratrice et administrateur, mais aussi l'exigence de nos missions d'administratrice et administrateur qui guident l'exigence des missions de l'IFA pour vous informer, pour vous former, pour vous accompagner. Nous sommes engagés aussi à élargir le champ de pertinence de l'IFA aux organisations de toutes formes. Ceci nous renforce comme un acteur de référence au cœur de l'écosystème de la gouvernance en France et en Europe.
Le développement de nouveaux clubs et de commissions répond à cette attente. Faire converger les acteurs de la gouvernance autour de principes communs est aussi une clé de notre démarche d'ouverture et d'alliance. Enfin, se rapprocher des territoires est essentiel au nouveau visage de l'IFA, fait de la diversité de ses membres. Le renforcement de l'IFA en région en est le premier pas. Tout cela ne serait pas possible sans chacun d'entre vous. Je tiens à remercier nos plus de 3000 membres pour leur confiance et tout particulièrement les 500 membres, tous praticiens, qui se réunissent au minimum une fois par trimestre, si ce n'est une fois par mois, pour réfléchir sur la gouvernance et faire des propositions concrètes aux administratifs et aux administrateurs. Je tiens à remercier aussi les membres associés qui aident chaque commission, chaque club et l'IFA en général à développer nos réflexions et qui apportent une exigence et une expérience toute particulière. Je tiens à remercier nos partenaires éducatifs, Sciences Po, HEC, Audencia, l'Institut des Actuaires, pour le partenariat sans faille qu'ils ont eu en 2020. Je tiens aussi à remercier nos formateurs qui prennent de leur temps précieux pour partager une partie de leurs connaissances. Et enfin, je tiens à remercier l'équipe de l'IFA, pilotée de main de maître par Karine, qui cadre non seulement nos travaux, mais aussi leur diffusion, que ce soit aux travaux de formation, de communication ou de rayonnement. Grâce à chacun d'entre vous qui donnez une représentation de la gouvernance en France, grâce à vos précieuses contributions en tant que praticiens, et grâce à cette intelligence commune issue de nos clubs, de nos commissions et de nos groupes de travail, l'IFA a ouvert un profond sillon pour les 3 années à venir. Celui-ci conduira à former le socle de valeurs d'un modèle de gouvernance européen. Les membres du conseil d'administration et moi-même vous remercions pour votre confiance et l'œuvre que vous accomplissez en tant qu'administratrice et administrateurs engagés. Ça veut dire faire progresser la gouvernance en France et en Europe. Personnellement, c'est un honneur d'être à votre côté et je tenais à le rappeler comme je me le rappelle chaque moment qui m'amène à agir pour faire de l'IFA ce que vous en attendez. Alors comme 90% des assemblées générales cette année, notre assemblée générale se tient à huis clos. Je suis désolé de ne pas avoir ce contact personnel avec vous, mais nous avons respecté les cadres réglementaires. Toutefois, sont présentes à mes côtés Guylaine Dièvre, vice-présidente de l'IFA, ainsi que Karine Dodiensos, directrice générale. Je déclare à présent ouvert cette assemblée générale dont j'assurerai la présidence de séance. J'ai demandé à Karine d'être secrétaire générale pour cette assemblée générale. Vous avez reçu, donc par voie électronique en date du 20 mai 2021, cette convocation qui nous a permis de prendre connaissance de notre ordre du jour, du rapport annuel comprenant le rapport d'activité et du rapport financier, des rapports du commissaire aux comptes et des textes des 9 résolutions sur lesquelles l'Assemblée générale va être amenée à délibérer par constatation des votes électroniques. Vous avez aussi reçu les biographies détaillées des administratrices et administrateurs, renouvelées ou pour nomination. Toute cette documentation est par ailleurs consultable et accessible en même temps en ligne sur notre site IFA. Les votes ont été prévus par voie électronique, conformément à nos statuts. Ce vote s'est ouvert le 20 mai 2021 et s'est clos aujourd'hui, jeudi, le 3 juin 2021 à midi. Je vous rappelle aussi que les statuts de l'association ne prévoient pas de quorum minimum pour délibérer. Certains de nos administrateurs sont également présents avec nous dans la salle et ils viendront tout au cours de cette soirée. Je tiens à profiter de cette occasion pour saluer le travail accompli par l'ensemble des administratrices et administrateurs ainsi que les membres du bureau pour cette année de travail et pour cette Assemblée générale. Notre conseil d'administration s'est réuni 6 fois en 2020 avec un taux d'assiduité qui démontre leur implication, 76%. « L'ordre du jour que je vous propose comprend 3 temps aujourd'hui.
Dans un premier temps, conformément à l'ordre de jour qui vous a été envoyé, la présente Assemblée générale est appelée à entendre sur la présentation du rapport d'activité 2020, la présentation des comptes, la conclusion des rapports généraux et rapports spéciaux des CAC. Dans un deuxième temps, nous ferons état des 9 résolutions soumises à la constatation des votes de l'Assemblée générale. Et enfin, dans un troisième temps, pour préserver le principe de consultation, les adhérents ont eu la possibilité préalablement de soumettre leurs questions. Les présidents de clubs répondront aux questions spécifiques qui leur ont été adressées. Nous prendrons également le soin de répondre aux questions générales. Je passe maintenant la parole à Guylaine, vice-présidente de l'IFA, et Karine, directrice générale de l'IFA, pour présenter le rapport d'activité. En raison de la pandémie, l'année 2020 a connu des perturbations majeures. Cela n'a pas empêché l'IFA non seulement d'avancer, mais même d'accélérer sur le chemin de la gouvernance. Et je rends hommage également à l'équipe de direction qui est restée fortement mobilisée et qui a développé des trésors d'énergie, de créativité et d'agilité pour s'adapter à la situation. Et je remercie aussi tous les adhérents de l'IFA pour leur exceptionnel engagement au service de notre cause commune. En 2020, ce chemin a tout d'abord été balisé par une réflexion commune, ainsi que l'a rappelé Denis tout à l'heure, puis notre adhésion et notre vote à la définition de la raison d'être. Désormais inscrite dans les statuts de l'association, la raison d'être fixe un cap durable pour l'avenir de l'IFA. Promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de valeurs durables, en veillant au bien commun, portée par des administrateurs et des administratrices engagés, siégeant dans des conseils de toute forme d'organisation. Les travaux de l'IFA ont connu un essor et une contribution exceptionnelle malgré les circonstances, avec une ambition commune de produire des contributions avec un impact et d'animer le débat sur la gouvernance au travers de nous tous, hommes et femmes, qui nous engageons dans le rôle d'administrateurs au sein des différents types d'organisations. Je citerai par exemple l'augmentation du nombre des événements. Auparavant, jusqu'en 2019, c'était de l'ordre d'1 ou 2 par mois. En 2020, nous avons vu 43 webinars qui sont à mi-chemin entre des conférences et des formations, grâce à une centaine et avec une centaine d'intervenants. Nous avons également vu des publications plus riches et plus structurées grâce au pôle contenu de l'IFA. Ça signifie 42 éditions de l'actualité de la gouvernance en 2020, avec des termes particulièrement suivis qui ont été la veille juridique à la suite des régimes dérogatoires des instances délibératives liées au confinement, l'ajustement de la rémunération et la politique de distribution liée à la Covid, le suivi des assemblées générales, les nominations, l'activisme, la loi Pacte et la féminisation des instances dirigeantes. Nous avons également vu la mise en place d'une veille sur l'actualité autour de la responsabilité sociale et environnementale et des sujets prospectifs liés à la gouvernance. Nous avons également procédé au suivi des assemblées générales sur le SBF 120 avec un certain nombre d'indicateurs, dont l'un que j'aimerais citer et qui est particulièrement suivi par l'opinion publique et qui est celui des résolutions qui sont votées en deçà de 80%. Un investissement considérable a été réalisé grâce à 500 personnes bénévoles à travers la tenue de 95 réunions dans 11 clubs et commissions. Juste pour mémoire, je les rappelle, il s'agit des clubs et commissions juridiques, prospectives et de recherche, des présidents des comités d'audit, des administrateurs salariés, des nominations et rémunérations, des secrétaires de conseil, des ETI, des fondations et des associations, des coopératives et des mutuelles, des entreprises innovantes et de croissance et l'ESG. Nous avons également vu l'émergence de groupes de travail, que ce soit dans le secteur de l'assurance ou la task force sur les CODA, ou de sous-groupes de travail au sein des clubs et commissions, comme celui par exemple au sein du club ESG. Nous avons également mis en place le déploiement d'une nouvelle gouvernance. Pour mémoire, il s'agit d'avoir des coprésidents, sauf exception, des rapporteurs, le soutien de membres associés, l'appui de chartes ou de lettres de mission et des membres référents qui viennent du conseil d'administration et qui assistent ces clubs et commissions.
Ce que je peux en dire, c'est que l'intelligence collective qui est issue de ces groupes se nourrit d'échanges de bonnes pratiques et de perspectives croisées d'un grand nombre d'acteurs d'horizons variés, des fédérations professionnelles, des institutions, des grandes et petites entreprises cotées ou non cotées, des associations, des fondations. L'association, ainsi que l'a dit Denis tout à l'heure, a par ailleurs approfondi son empreinte territoriale et je voudrais juste revenir sur quelques exemples. Nous avons lancé, dès mars 2020, un plan de développement territorial, avec notamment des ateliers de gouvernance à la rencontre de dirigeants de PME et de TI à Niort. Et malgré la situation sanitaire, différents événements ont eu lieu autour des administrateurs salariés grâce au directeur local de Nantes Place Financière et grâce au club des administrateurs salariés. Enfin, l'arrivée de Cécile Vagé en fin 2020 en tant que présidente de l'IFA Grand Ouest a permis la consultation des adhérents de la région et ce via un sondage. Enfin, je voudrais m'attarder un petit peu sur la formation, dont nous voyons qu'elle est de plus en plus recherchée et qui connaît aujourd'hui des listes d'attente. Il y a eu des 5 programmes certifiants en 2020 avec 170 certificats qui ont été délivrés. Et je voudrais souligner la diversité de ces programmes. Il y a eu 4 promotions du certificat d'administrateur de société, une promotion sur les ETI, une promotion sur les administrateurs d'un groupe de protection sociale, une promotion qui a été à l'époque un POC et qui a été confirmée et qui va de nouveau être organisée sur les assurances par action ou à forme mutuelle, et enfin une promotion en liaison avec l'école HEC sur les entreprises familiales. Je passe maintenant la parole à Karine Donien-Sauze, qui est la directrice générale, pour poursuivre cette présentation. Alors, merci Guylaine, bonsoir à tous et je suis ravie à mon tour de vous accueillir pour cette Assemblée Générale 2020. Alors Guylaine nous a fait un tour d'horizon détaillé des réalisations 2020. Il démontre à quel point l'IFA s'inscrit dans sa nouvelle trajectoire. Alors nous l'avions évoqué en septembre 2020 lors de l'Assemblée. Nous avions évoqué ces axes de ce nouveau plan stratégique 2023. Alors tout d'abord une nouvelle tonalité, une identité qui a tout d'abord vocation à faire rayonner l'IFA, à rendre l'IFA plus lisible et visible dans ce paysage de la gouvernance. Un axe aussi qui consiste à renforcer la position de l'IFA en tant que think tank et puis poursuivre, nous l'avons entendu, le développement de notre offre formation et surtout de sa qualité. C'est aussi cette raison d'être qui a élargi considérablement le périmètre de notre réseau et aussi sa diversité. Alors dès mon arrivée, c'est le cap que l'équipe a pris. Un cap que j'ai maintenu en dépit des contraintes sanitaires qui ont mis au défi cette nouvelle ambition, vous pouvez vous en douter. L'activité de l'association ne s'est pas ralentie, au contraire. Elle s'est intensifiée dès le mois de juillet. Et ceci au travers de 3 défis que nous avons eu à relever. Le premier, ça a été de compenser le coup d'arrêt des formations de mars à juillet, avec une reprise et un rattrapage très intense dès le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. Nous avons aussi veillé à maintenir notre lien avec les adhérents au travers des webinars qui ont pris le relais sur l'activité événementielle. Je pense que vous vous en êtes rendu compte tenu de leur nombre. Et tout ceci en explorant de nouvelles façons de travailler pour notre équipe opérationnelle. Le deuxième défi a été de vous accompagner et d'accompagner la gouvernance à l'épreuve de la crise. Guylaine l'a mentionné, une enquête a été lancée sur l'été 2020 sur les conséquences de la crise et la façon dont cette crise est traitée dans les conseils. Nous avons aussi étudié les assemblées générales 2020 pour voir ce qu'ils révélaient sur la gestion de la crise. Et puis l'IFA a réuni les acteurs de la gouvernance pour échanger sur cette période inédite qui méritait ces échanges et qui a abouti à une tribune en décembre 2020 avec 5 signataires. Notre troisième défi, comme beaucoup d'autres organisations, a été d'accélérer ce virage digital et cette transition digitale de l'IFA. Alors comment nous l'avons fait? Tout d'abord avec la création d'un pôle digital, mais aussi l'acquisition d'une plateforme apprenante pour soutenir notre formation. Nous nous sommes aussi
doté d'un outil CRM pour mieux gérer la relation avec vous tous, et puis d'outils de gestion pour optimiser notre fonctionnement. Nous avons aussi, je crois que vous l'avez remarqué, mis en ligne un nouveau site dès le mois de septembre, avec pour conséquence, et nous nous en félicitons, un trafic qui a bondi de 33% entre mai et la fin de l'année. Nous avons ainsi triplé le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors ce virage digital est pris, nous devons le poursuivre sur 2021 et c'est important car c'est aussi ce qui nous relie à vous tous, c'est un virage qui est essentiel car l'IFA c'est d'abord un réseau que vous constituez et vous êtes cette année 3100 membres, dont 16 d'entre vous sont certifiés, soit un gain de 3% par rapport à 2018. Et nous avons aussi gagné cette année des adhésions groupées, 11 adhésions groupées qui sont venues augmenter notre nombre de 140 à date. Important car ces adhésions groupées correspondent à 50% de l'ensemble de nos adhésions. Ce réseau, nous avons aussi veillé à le diversifier en écho avec notre nouvelle raison d'être qui étend notre mission, vous l'avez entendu, à toutes les formes d'organisation. Et vous le voyez apparaître à l'écran, aujourd'hui notre réseau c'est 20% de TI et de PME, 10% de fondations et d'associations, 15% d'entreprises familiales, 10% de mutuelles et de coopératives. Mais surtout, nous avons progressé dans les territoires qui représentent aujourd'hui 550 membres, soit 18% de notre réseau. Nous avons eu la fierté d'avoir une nouvelle présidente de l'IFA pour le Grand Ouest avec la nomination de Cécile Vacher, une nouvelle présidente qui a mis en place une toute nouvelle gouvernance. C'est un schéma que nous avons également dans les autres territoires que seront Lyon et également Lille. Merci également à nos 3 administrateurs, Bruno-Hugues Delarose, Jean-Pierre Letartre et Yves Poivet, qui portent les couleurs de cette reconquête territoriale au sein de notre Conseil. Mais je dirais que le fait sans doute le plus marquant de cette année 2020, et ça a été évoqué, c'est la refonte de nos commissions et de nos clubs. Ce sont près de 500 administratrices, administrateurs engagés, experts, appuyés par nos partenaires associés, qui ont mis en mouvement 11 instances que compte aujourd'hui l'IFA, soit une commission et 3 clubs nouvellement créés. Ils se sont réunis 95 fois en 2020. Ils ont constitué leur gouvernance autour de 2 présidents et d'un bureau. Ils ont aussi cette année beaucoup travaillé pour poser les contours de leur mission. Ils ont été appuyés par des partenaires experts et sur les 4 derniers mois 2021, nous avons publié autant de rapports, de guides, de notes que sur l'année entière 2019, 2 fois plus que sur l'année 2018. Cette intelligence collective, nous y tenons. Elle a vu la création de la commission prospective et de recherche qui est présidée par Laurence Dors, mais aussi la création du club ETI, du club Fondation et Association, du club ESG. C'est aussi un groupe de travail sur les entreprises innovantes en croissance qui est devenu club en janvier 2021, en tout début d'année, avec la sortie d'un rapport également remarqué. Alors ces 11 commissions et clubs sont quelque part les arbres qui cachent une autre forêt, une forêt de 28 groupes de travail. 28 groupes de travail, 4 pour la commission prospective et recherche, qui a choisi de travailler sur l'évolution de l'écosystème de la gouvernance, l'actionnariat comme source de légitimité en gouvernance, la dynamique des pouvoirs entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration, et aussi le partage de la valeur, qui est un des thèmes qui anime beaucoup l'actualité aujourd'hui. La commission juridique elle-même s'est dotée de 4 groupes de travail avec un périmètre qui couvre l'activisme actionnarial, je crois que nous allons avoir une note qui va sortir très prochainement, les sociétés de l'ESS, les sociétés contrôlées, et puis la difficile question des conflits d'intérêts. Le club ETI, lui, s'est doté de 3 groupes de travail avec des enjeux qui couvrent la question du capital humain, la question de la transmission, mais aussi celle de la croissance externe. Et puis, nous avons aussi 3 groupes de travail conjoints à la commission juridique et au club ETI, avec 3 sujets, la raison d'être et les parties prenantes, le rôle de l'administrateur référent et les fondations actionnaires.
Le club ESG, quant à lui, a mis en place 4 groupes de travail. Un premier sur le reporting extra-financier, la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale et la responsabilité environnementale. Le club Fondation et Association, quant à lui, a choisi de travailler au travers de 4 groupes de travail sur 2 lignes. La première sur le fonctionnement du conseil d'administration et sa composition. La deuxième ligne sur la stratégie d'alliance et le modèle économique propre à ces organisations. Le club coopérative et mutuel, quant à lui, s'est doté de 3 groupes de travail avec pour sujet le schéma de gouvernance, la comparaison des pratiques et des compétences. Enfin, nous avons renforcé notre implication au sein d'ECODA. ECODA étant l'organisation identique à l'IFA, mais à l'échelle européenne. Et nous avons une participation active sur la commission formation avec Jean Corolaire, le Policy Committees avec Michel de Fabiani, et puis un groupe de travail que nous avons nous-mêmes initié au travers de François Bouvard pour travailler sur les principes européens de gouvernance et qui a donné lieu récemment à la publication d'un livre blanc. Alors vous le voyez, 11 instances, 28 groupes de travail, un pas de géant a été franchi en 2020 pour répondre à cet objectif du plan stratégique de faire de l'IFA un acteur de référence sur la gouvernance. Notre marque de fabrique, j'espère que vous la connaissez, c'est d'accompagner les praticiens de la gouvernance par des retours d'expérience. C'est toute la puissance et la force de notre réseau. Ce contenu, ces informations sont mis à votre disposition sous différentes formes. Des rapports, des guides, des notes, des livres blancs issus des commissions et des clubs, mais aussi notre pôle contenu qui enrichit et complète ce fonds documentaire, ces productions par des fiches pratiques, des études et des baromètres, mais surtout aussi une veille constante qui est très appréciée. Je pense notamment à l'actu hebdomadaire, 42 numéros encore cette année, le lancement d'une newsletter et d'un suivi hebdomadaire sur les assemblées générales, et puis cette enquête sur la gouvernance à l'épreuve de la crise que nous avons précédemment évoquée. Mais c'est aussi les 20 prises de position qui ont donné lieu à des retombées presse et qui ont été pour nous la façon de porter votre voix dans les médias. Et nous voyons bien à quel point aujourd'hui le thème de la gouvernance fait actualité. Ce contenu a évidemment vocation à faire de vous des administratrices et des administrateurs informés et compétents. C'est aussi l'objectif de notre action en faveur de la formation. Alors ça a été largement évoqué au préalable, mais un fait marquant sur 2020, c'est le lancement de ce nouveau certificat avec HEC sur les entreprises familiales qui vient enrichir notre catalogue de 5 certificats. Vous l'avez entendu, nous avons formé près de 580 personnes cette année, avec 45 formations en inter, 30 formations en intra, 170 certifications en partenariat avec Sciences Po, HEC, Audencia, l'Institut des actuaires et le CTIP. L'occasion pour moi ce soir de remercier très chaleureusement nos directeurs pédagogiques, mais aussi nos coordinateurs et nos formateurs qui ont fait preuve, je dois dire cette année, d'une agilité tout à fait exceptionnelle et d'un travail vraiment formidable. La grande force également de l'IFA sur cette année a été cette capacité de lancer des webinars dès le début de l'année et d'avoir maintenu une intensité événementielle pour appuyer à la fois le rayonnement de l'association, mais aussi pour maintenir un foisonnement d'échanges avec vous. Alors, ce sont 43 webinars avec des spécificités. Certains sont là pour mettre en valeur les travaux des commissions et des clubs. D'autres viennent en appui de nos formations. D'autres, enfin, sont sur des formats découvertes que nous organisons avec des acteurs de l'écosystème de la gouvernance. Et puis, nous avons également des webinars experts avec nos partenaires et nos membres associés. Nous avons également expérimenté cette année un atelier en région sur l'accompagnement des mandats. C'est un point, je sais, qui vous préoccupe beaucoup et auquel nous essayons de répondre. Au total, ce sont plus de 100 intervenants qui ont été impliqués, avec une audience entre les participants directs et les replays de près de 9000 personnes. Alors évidemment, tout ceci ne serait pas possible sans nos partenaires. Ils sont au nombre de 30 à nous accompagner
en tant que membres associés, en tant que partenaires. Ils viennent en appui dans l'animation des commissions et des clubs. C'est surtout un réseau de partenaires divers. On y retrouve des partenaires du monde éducatif, de l'audit, du conseil, du recrutement, de la sphère juridique et également de la sphère institutionnelle. Alors, au regard de ces réalisations en 2020, vous comprendrez aisément l'importance pour l'IFA de renforcer ses pôles de compétences. C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année. Notre équipe s'est structurée autour de 6 pôles. Contenu, formation, marketing, un pôle créé sur le digital, un effort particulier sur le développement territorial et nous avons également renforcé notre pôle de gestion. Alors je profite de cette soirée également pour remercier chaleureusement cette équipe, une équipe qui va continuer son évolution en 2021 et que je suis fière maintenant de vous présenter au travers d'une petite animation. Merci beaucoup, Karine. Je suis très fier que tu diriges l'IFA et vraiment passe nos remerciements et félicitations à toute l'équipe en mon nom, au nom du conseil d'administration avec sa vice-présidente et les autres, et je suis sûr au nom de tous les membres qui sont avec nous. Merci du fond du cœur. Alors, je vous propose maintenant de passer à la présentation des comptes de l'exercice 2020 et du rapport financier. Je crois que Sophie Stabile, notre trésorière, est en ligne. Je la salue. Elle est avec nous en duplex. Sophie, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter les principaux résultats de votre association. Et en 2020, l'IFA a réalisé sa 17e année d'existence. Alors, nous allons passer à la diapositive numéro 3. Comme cela vous a été présenté, l'exercice 2020 a été fortement marqué par la pandémie, bien évidemment, qui a affecté l'activité de l'IFA, tant sur la partie formation, mais aussi que sur l'animation de sa communauté d'adhérents. Donc, comme Karine vous l'a précisé, l'association a déployé tous ses efforts pour assurer en 2020 la continuité de son activité dans tous les domaines d'intervention, prise de parole, études et analyses, actualité de la gouvernance, l'animation des clubs et des commissions et bien sûr la formation. Donc en synthèse, l'année 2020 a été marquée par des produits d'exploitation qui ressortent à 2 286 000, en net repli de 26% par rapport à 2019. Je vous rappelle quand même que l'année 2019 avait été très dynamique, notamment sur la partie formation. Les charges d'exploitation atteignent 2 252 000 en 2020, soit une diminution de 6% par rapport à 2019. Et elles sont maîtrisées dans ce contexte de crise, mais également cette année, on a permis et on a assuré à l'IFA une continuité d'exploitation sur 2020 avec en particulier une structuration de l'équipe. Karine est revenue dessus, avec notamment le pôle contenu et gouvernance, la direction marketing digital et puis la nouvelle direction, la création de nouvelles identités, l'accompagnement de la refonte du système d'information, le passage réussi distanciel pour tout ce qui est activité et formation, et puis bien sûr la mise en place d'une politique de contenu événementiel mieux adaptée. En 2020, tous ces éléments réunis, l'IFA dégage ainsi une perte limitée à 184 000 €, mais avec une trésorerie qui reste solide à 1,9 million d'euros positifs. Passons à la diapositive numéro 4. Donc, dans ce contexte de crise, l'activité de cette année 2020, je vais vous détailler un peu plus les différents éléments. Donc, la diminution des produits de 26%, elle est liée à deux principales activités qui sont très contributrices à l'IFA. La première, que vous connaissez bien évidemment, l'activité formation. Et comme vous pouvez l'imaginer, le contexte de la pandémie a engendré une baisse de 34%. Alors, dans le détail, il y a une forte contraction de l'activité des chiffres d'affaires inter-entreprises, intra-entreprises, du fait des nombreux reports des événements ou des annulations des différents événements. Mais la mise en place du distanciel a permis pour les formations intra-entreprises et inter-entreprises de limiter l'érosion du chiffre d'affaires sur la fin de l'année 2020.
Les périodes de confinement ont aussi induit une baisse de chiffre d'affaires de 20% du certificat administrateur des sociétés, mené en partenariat avec Sciences Po. Et cette baisse a été atténuée, bien évidemment, par au mois de septembre, toutes les reprises dynamiques des sessions en distanciel. Les autres certificats, bien sûr, se sont évidemment comportés face à cette crise sanitaire avec toutes leurs contraintes. Et je soulignerai quand même sur l'année 2020 que nous avons lancé avec succès le pilote du certificat entreprise familiale gouvernance et management avec HEC qui se terminera mi-2021. Donc l'activité formation a été impactée, mais également en fait l'activité adhésion, avec une diminution de 10% versus 2019, avec une baisse des adhésions à la fois individuelles, mais aussi des entreprises. Donc le nombre d'adhérents est en retrait par rapport à l'année 2019, et puisqu'on finit l'année avec un nombre d'adhérents de 3110 versus 3564 l'année dernière. Concernant les charges d'exploitation, comme Karine vous l'a précisé, il y a eu aussi une forte adaptation des équipes face à cette pandémie. Et donc, sur les charges d'exploitation, on a eu une diminution de 6% par rapport à 2019, liée à la fois de la baisse de l'activité, mais également par des événements et des éléments de décision qui ont été prises par les équipes de l'IFA. Donc la masse salariale est en augmentation et en particulier liée à la consolidation des équipes que nous avons réalisées au cours de cet exercice. En revanche, tout ce qui est frais de fonctionnement, loyers et honoraires ont connu une nette diminution du fait des études non récurrentes qui n'ont pas été menées en 2020 et puis de toutes les actions qui ont été menées par l'équipe de Karine. Pour les charges variables de 747 000, de la même manière, en fait, les charges de formation, elles accompagnent le ralentissement de l'activité. Et puis, les autres dépenses d'exploitation ont bien évidemment été aussi maîtrisées au cours de cette période. In fine, l'IFA enregistre un produit d'impôt en 2020 et dégage ainsi une perte nette de moins 184 000 € à fin 2020. Passons maintenant au bilan, diapositive numéro 5. Donc, le total du bilan s'élève à 3,1 millions d'euros à fin 2020, en diminution par rapport à l'année 2019. Bien évidemment, sous l'effet de différents éléments. Le premier, le poste des immobilisations qui est en augmentation, avec notamment tous les investissements qui ont été réalisés sur le nouveau système d'information. Par contre, les créances sont en diminution, dû au ralentissement de l'activité et aussi à souligner aux efforts qui ont été réalisés par les équipes sur toutes les créances à récupérer. En termes de disponibilité et placement financier, ils se cumulent et ressortent à 1,9 million d'euros, en diminution de 260 000 € par rapport à fin 2019. Et l'évolution de la trésorerie reflète bien sûr l'impact de la perte de l'année en particulier. La gestion de trésorerie de l'IFA est toujours confiée à la CCI Finance. Elle est répartie entre des placements à moyen terme et à court terme, et avec une disponibilité immédiate et un capital garanti. La situation de trésorerie de 1,9 million d'euros à fin 2020 couvre environ 9 mois de charges d'exploitation et environ 13 mois de frais fixes, en accord avec les principes financiers retenus par le conseil d'administration. Donc, vous pouvez être serein sur la santé financière de votre association. Concernant le passif, les fonds propres diminuent de 8% par rapport à 2019, avec bien sûr la prise en compte de la perte de l'exercice. Les dettes fournisseurs et dettes sociales sont également en diminution du fait principalement des décalages de règlements fournisseurs, sans conséquences financières pour l'IFA. Les produits constatés d'avance sont stables et ils correspondent principalement aux adhésions individuelles pluriannuelles et à la prise en compte de l'avancement du chiffre d'affaires lié au partenariat formation. En conclusion, diapositive numéro 6, à fin 2020, la position financière de l'IFA reste solide, avec une trésorerie disponible à 1,9 million d'euros. Et dans ce contexte inédit de crise, l'IFA s'est rapidement organisée avec la mise en place d'un plan de continuité d'activité et elle a su également s'adapter, notamment en reportant ou en révisant un certain nombre de dépenses, tout en renforçant son équipe. Donc, grâce à son modèle financier résilient et à cette situation financière solide, l'IFA se donne les moyens de bien préparer l'année 2021 et sa future croissance. Je vous remercie pour votre attention. Moi et nous qui te remercions, Sophie, déjà d'être la trésorière de notre association, d'avoir présenté ses comptes,
Merci beaucoup pour cela. Je propose maintenant à David Bréguin, qui est le commissaire aux comptes, qui nous a rejoint dans notre studio, de la société Primo'Dit, de nous présenter le rapport général et le rapport spécial. Merci Monsieur le Président et bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous donner une lecture résumée de ces rapports dont vous avez pu prendre connaissance dans leur intégralité par ailleurs. Je vous rappelle donc que ces rapports portent d'une part sur les comptes annuels et d'autre part sur les conventions réglementées. S'agissant de l'audit des comptes annuels, je vous rappelle que nous avons effectué cet audit selon les normes d'exercice professionnel qui sont celles applicables en France, et qu'à l'issue de nos travaux, nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Cette opinion est donc la suivante. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que du patrimoine de votre association à la fin de cet exercice. S'agissant maintenant des vérifications dites spécifiques, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui vous ont été données dans le rapport financier du Conseil d'administration et dans les autres documents qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant maintenant des conventions réglementées, je vous informe qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice qui serait à soumettre à l'approbation de votre Assemblée générale en application des dispositions réglementaires. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, ceci a conclu notre premier temps, qui était la présentation du rapport d'activité 2020, suivi de la présentation des comptes et enfin la conclusion des rapports généraux et rapports spéciaux de notre commissaire aux comptes. Je vous propose maintenant de passer dans notre deuxième temps de la soirée et je vais vous proposer de procéder à la constatation des votes sur les 9 résolutions qui vous ont été soumises. Donc, je vous rappelle que les votes ont été prévus par voie électronique conformément à nos statuts. Ils ont été ouverts, le vote a été ouvert le 20 mai 2020 et c'est clos aujourd'hui à midi. À midi, nous avons été 525 personnes à voter. Donc, la première résolution, cette première résolution porte sur l'adoption du rapport d'activité pour l'année 2020. 212 votes ont été exprimés, 511 pour et 1 contre. Cette résolution est donc adoptée. Je vous remercie. La deuxième résolution porte sur l'approbation des comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2020. 500 votes ont été exprimés, 500 pour, 0 contre. Cette résolution est adoptée. Je vous remercie. La troisième résolution est sur les conventions réglementées. Il y a eu 504 votes exprimés, 504 votes pour, 0 contre. Cette résolution est adoptée. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux résolutions concernant l'évolution de notre conseil d'administration. La résolution numéro 4 à 8. Donc, notre conseil d'administration est aujourd'hui composé de 15 membres. 6 mandats arrivent à échéance, 4 renouvellements, il a été proposé 4 renouvellements et 1 nomination. Donc, premièrement, je tiens à remercier le comité des nominations de déontologie et de la gouvernance, présidé par Françoise Malrieux, qui est aussi membre du conseil, qui est présente dans la salle, d'avoir travaillé sur ces propositions de cooptation. Ces renouvellements aussi ont été retenus par le conseil d'administration qui s'est réuni le 17 mai 2021. La première de ces résolutions, c'est la 4e résolution qui vous a été proposée, porte sur le renouvellement du mandat d'administrateur de François Bouvard. Je vais donner la parole à François. En duplex. Bonjour François. Bonjour.
Bonjour à toutes et tous. Merci de votre confiance. Quelques mots pour me présenter. Donc après plus de 25 ans consacrés à conseiller des directions générales de grands groupes cotés, en particulier industriels et de gouvernements européens, je consacre mon temps depuis maintenant 8 ans à des mandats d'administrateur. 5 sociétés dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la formation, dans le domaine en fait des télécoms et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je consacre aussi la moitié de mon temps pour des structures à but non lucratif, à la fois dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans les arts et la culture. Alors, mon histoire avec l'IFA date de quelques années, puisque j'avais passé le certificat d'administrateur de société en 2013. En juin 2019, sur la demande de Denis, le conseil d'administration m'avait demandé de prendre pour un an la délégation générale, de façon à redéfinir avec le conseil et les équipes le plan stratégique 2023 et à renforcer l'équipe. Et j'ai eu le plaisir de transmettre le flambeau à Karine, donc il y a juste un an, en juin 2020. Donc je suis maintenant effectivement administrateur et membre du bureau de l'IFA, avec 2 rôles en particulier. Je suis aussi le membre du conseil d'administrateur référent du club Nomination-Rémunération, qui est coprésidé par Monica de Virgilis et Michel de Fabiani. Et je suis aussi le référent du nouveau club Entreprise innovante de croissance, qui est coprésidé par Véronique Sobo et par Antoine Joutot. Et j'ai eu le plaisir, dans la période où j'étais délégué général, de à la fois siéger au conseil d'administration des CODA, mais aussi de conduire le groupe de travail auquel Karine a fait mention, qui a réuni 12 pays pour définir des principes de corporate governance européens et qui a fait l'objet du livre blanc qui a été publié. Donc de nouveau, merci pour votre confiance et je consacrerai effectivement beaucoup de mon temps et mon énergie à continuer à agir au sein du conseil d'administration de l'IFA. Merci. Merci beaucoup François de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu continues de faire pour l'IFA. Donc, pour la 4e résolution, 496 votes ont été exprimés, 477 pour, 19 contre. Cette résolution est adoptée. Félicitations François, c'est un plaisir de continuer d'être avec toi au sein du Conseil. La 5e résolution porte sur le renouvellement de Laurence Dors, qui nous a rejoints et à qui je vais donner la parole. Laurence. Merci Denis. Mesdames et messieurs, bonjour. Au moment où je me présente devant vous pour solliciter un dernier mandat de votre conseil d'administration, je voudrais partager avec vous ce qui m'anime dans cette démarche. Ma conviction personnelle est que dans un monde où les transformations s'accélèrent, dans les entreprises comme dans la société, approfondissant l'asymétrie d'information entre les conseils et les directions générales, il est plus que jamais nécessaire de faire entendre une voix indépendante, celle des administrateurs, au service d'une gouvernance responsable et créatrice de valeurs durables. De fait, les praticiens que nous sommes voyons bien la montée des attentes pour une gouvernance plus moderne et plus inclusive. C'est ce que j'observe en tout cas pour ma part à travers mes mandats d'administratrice de plusieurs sociétés de toute taille, allant du non coté au CAC 40 et opérant dans des secteurs très variés. Convaincue de l'utilité sociale de l'IFA au service de cette gouvernance ouverte que j'appelle de mes vœux, je m'implique fortement depuis plusieurs années dans notre association, notamment dans les travaux du club Nomination et Rémunération et ceux du club ESG, et depuis un an, j'anime la commission Prospective et Recherche. Karine en a dit un mot tout à l'heure, cette nouvelle instance vise à défricher ce que seront les sujets de gouvernance de demain, sur lesquels nous aurons à nous exprimer le moment venu en tant qu'acteurs de place. Nous visons à identifier et à caractériser, en termes de problématiques de gouvernance, les tendances profondes qui traversent la société et l'économie et dont on peut penser qu'en influant sur les attentes vis-à-vis des entreprises, elles vont aussi demain influer sur la mission des conseils d'administration et générer de nouvelles exigences vis-à-vis des administrateurs. Cette commission se veut transversale et pleinement insérée dans l'architecture des autres instances de l'IFA pour irriguer clubs et commissions avec le produit de ses travaux.
Voilà en quelques mots ce qui m'anime. Je suis très fière d'être membre du conseil d'administration. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Donc 495 votes ont été exprimés, 469 pour, 26 contre. La résolution est adoptée. Félicitations, Laurence. Et vraiment, merci d'avoir lancé cette nouvelle commission prospective. La 6e résolution, c'est sûrement une révolution, voilà, c'est le renouvellement d'Helman, pas de Sécheval, qui est avec nous. Helman, je te passe la parole. C'est promis, je ne vais pas vous tenir des propos révolutionnaires. Je suis Helman Le Pas de Sécheval, j'ai 55 ans. J'exerce depuis plus de 8 ans maintenant à titre principal les fonctions de secrétaire général et secrétaire du conseil d'administration du groupe Veolia. Depuis 1 an, je n'ai plus de mandat d'administrateur de société, mais j'ai une expérience diverse de la gouvernance, puisque j'ai été pendant 12 ans membre du conseil d'administration et président du comité d'audit du groupe Bouygues, ainsi pendant 4 ans que membre de son comité des rémunérations. J'ai aussi par le passé été administrateur des sociétés et membre du comité d'audit des groupes Lagardère, Score, de la société Locindus. Je suis administrateur de 2 fondations, la fondation Veolia, mais aussi la fondation de l'École normale supérieure, dont je suis aussi le président du comité d'audit. Et enfin, depuis 6 ans et encore pour 3 ans, je suis membre du collège de l'autorité des marchés financiers. En ce qui concerne l'IFA, je suis depuis plus de 10 ans membre du club des présidents de comité d'audit que j'ai le plaisir de coprésider depuis le début de l'année 2020 avec notre trésorière, Sophie Stabile, que vous avez entendu il y a un instant présenter les comptes de l'Institut. Et puis enfin, depuis 3 ans, depuis mai 2018, je suis membre du conseil d'administration. Mon mandat arrivant à échéance et souhaitant poursuivre ma coopération dans ce conseil d'administration, adhérant pleinement à ce que le président Denis Thérien a appelé dans son introduction le socle de valeurs d'un modèle de gouvernance européen, je me présente ce soir à vos suffrages pour mon renouvellement. Merci beaucoup, Helman. 501 votes ont été exprimés, 480 pour, 21 contre. La résolution est adoptée. Félicitations, Helman. C'est un plaisir de t'avoir avec nous pour continuer ton engagement. La 7e résolution est le renouvellement d'Éric Personne qui nous a rejoint. Éric, je te laisse la parole. Merci Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de postuler un 2e mandat d'administrateur de l'IFA pour représenter les administrateurs salariés. Je suis moi-même administrateur du groupe Renault, réélu en 2020 pour un 3e mandat depuis 2012. Au fur et à mesure de ces 9 années, j'ai eu la chance de participer à l'ensemble des comités du Conseil de Renault. J'ai commencé par celui de la stratégie, puis, suite à la révision du code AFEP-MEDEF en juin 2013, je suis rentré au comité des rémunérations qui élaborait la rémunération de Carlos Ghosn. J'ai ensuite intégré le comité d'audit, puis participé à la création du comité éthique et RSE. Aujourd'hui, je fais partie du comité fusionné des nominations et des rémunérations, ce qui m'a donné la chance de vivre le recrutement d'un dirigeant du CAC 40 de l'intérieur, M. Luca Di Meo. À l'IFA, j'ai participé au groupe de travail sur la prise en compte des enjeux climatiques dans les conseils après avoir collaboré à celui qui traitait de la gouvernance dans les sociétés à participation publique. Aujourd'hui, je contribue à celui qui traite de la responsabilité sociale de l'employeur au sein du club ESG, initié par Françoise Malarieux, que je remercie pour son soutien. Mais surtout, adhérent du club des administrateurs salariés de l'IFA depuis mon premier jour de mon premier mandat, j'assume le lien entre les administrateurs salariés, le club et le conseil de l'IFA, qui, sous l'impulsion dynamique du président Denis Thérien, est coprésidé par Marie-Christine Lébert, administratrice salariée de Worldline, et Hugues Epaillard, administrateur salarié de BNP Paribas, qui vous présentera leurs actions dans la suite de cet AG.
Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous inviter à vous connecter le 16 juin à 15 h pour une réunion plénière du club, que vous soyez administrateur salarié ou non salarié, car l'enjeu majeur de la présence des administrateurs salariés dans les conseils concerne aussi, voire surtout, les administrateurs non salariés. Comme je le dis souvent, le meilleur message que peut passer un administrateur salarié est celui qui est repris par un administrateur non salarié. La prise en compte est souvent véritablement amplifiée. Merci pour votre attention et merci pour votre confiance. Merci beaucoup, Éric. 499 votes ont été exprimés, 486 pour, 13 contre. La résolution est adoptée. Félicitations, Éric. C'est une joie de continuer de travailler avec toi pour de la réflexion et beaucoup pour la réflexion des administrateurs salariés. La 8e résolution est la nomination d'Hélène Auriol-Potier au sein du conseil d'administration. Hélène, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier vivement Denis Thérien et Françoise Malrieux de m'avoir donné l'opportunité d'être ici présente avec vous. Donc, je m'appelle Hélène Auriol-Potier. Je vais peut-être dire un mot de mon parcours étant nouvelle, donc récente à l'IFA. J'ai passé toute ma carrière dans la technologie, principalement dans le digital, au sein de grands groupes anglo-saxons comme Microsoft ou Dell, où j'ai dirigé des divisions opérationnelles et des filiales. Et par ailleurs, j'ai passé la plupart de mon temps à l'étranger, en ayant habité et travaillé aux États-Unis, en Asie, en Europe, et j'ai également dirigé pour Dell leurs activités en Afrique. Donc, les divisions opérationnelles que j'ai dirigées ont fait face, comme beaucoup d'autres entreprises et d'autres sociétés, à des ruptures technologiques, à des changements très importants, à de la concurrence parfois violente. Et ça m'a amené à maintes reprises à être confrontée à des sujets de type orientation stratégique, choix d'investissement, modification du business model. Et donc, j'étais amenée à interagir avec la gouvernance d'entreprise et d'en mesurer l'importance et l'impact. Et je dois dire que je suis rentrée dans mon premier conseil de société cotée il y a 12 années, à peu près 12 ans, et ça m'a permis de voir et d'aborder les sujets stratégiques de deux points de vue, celui de l'administratrice et celui en fait du dirigeant d'activité. Donc, quand en décembre dernier, on m'a proposé de rejoindre deux nouveaux conseils, un anglo-américain et l'autre néerlandais, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la gouvernance. Et donc aujourd'hui, je siège au conseil de Safran, de Randstad, de Mimecast et de Oddo BHF. Et je dois dire que ces expériences sont très riches et m'ont permis également de mesurer les différences de gouvernance d'entreprise, parfois fondamentales, entre différents types de sociétés, également dans les différents pays, et également, par exemple, quand il y a un actionnariat de contrôle. Donc la gouvernance, comme on le sait, devient de plus en plus exigeante, avec les investisseurs et les actionnaires qui ont des avis sur beaucoup de sujets et souhaitent faire partie de la gouvernance, enfin, faire réellement partie, par exemple sur les dirigeants, les nominations, les révocations, les rémunérations, également les sujets environnementaux et de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. En fait, l'IFA est un lieu absolument unique pour réfléchir ensemble sur les sujets clés de gouvernance, en tirer les bonnes pratiques ou les bonnes pratiques, c'est un mot anglais, mais et également donc partager ça avec tous les membres et j'allais dire former les administrateurs. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre le club ESG il y a à peu près un an. J'ai pu mesurer la profondeur et la diversité des expertises des membres et j'ai été très impressionnée. Et je m'engage aujourd'hui de mettre au service des travaux de l'IFA mon expertise d'administratrice et de dirigeante, ainsi que mes perspectives étrangères, anglo-saxonnes et européennes. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène. Hélène a été très humble. Elle co-préside le club ESG avec Françoise Malrieux.
Donc 508 votes ont été exprimés, 501 pour, 7 contre. Cette résolution est adoptée. Félicitations Hélène, c'est un honneur et une joie que tu rejoignes le Conseil. La dernière résolution, c'est celle sur les pouvoirs pour les formalités. Cette résolution a eu 508 votes exprimés, 507 pour, 1 contre. Cette résolution est adoptée. Nous en avons terminé pour les résolutions. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été en appui des recommandations et des résolutions du Conseil d'administration. Encore une fois, c'est une joie d'être à votre service et au service de la gouvernance en France et en Europe, et de faire ça avec la confiance que vous nous témoignez dans l'approbation de ces résolutions. Aujourd'hui, nous avons donc un nouveau Conseil d'administration, donc je suis heureux de vous le présenter. Il se compose de 14 membres à exacte parité hommes-femmes, avec un âge moyen de 61 ans. Nous avons une petite vidéo, je crois, qui doit... Voilà, merci à tous les membres du Conseil d'administration de passer beaucoup de temps en réunion pour l'avenir de la gouvernance en France. Nous avons aussi 6 membres du bureau qui ont fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration du 17 mai sous réserve des votes de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, et je souhaite vous les présenter. Donc la personne donc sur les 6 personnes, il y en a 5 que vous avez déjà vues. Il y en a une que vous n'avez pas encore vue, qui est Mireille Fogière, qui co-préside aussi le club sur les fondations et associations et qui est membre du bureau depuis 5-6 ans, je crois. Nous avons terminé ce deuxième temps de notre ordre du jour qui était la revue et l'approbation des résolutions. Nous allons passer maintenant au troisième temps de cette soirée qui est consacré aux échanges avec vous. Donc nous allons donner la parole à certains de nos présidents de club en réponse à vos questions. Je vous rappelle que nous avons 11 clubs et commissions et près de 28 groupes de travail qui se réunissent très régulièrement. Leurs travaux portent sur des enjeux qui vous préoccupent, qui nous préoccupent en tant qu'administratrices et administrateurs. Et surtout, ils veillent à apporter des réponses pratiques et utiles sous forme de rapports, de guides, de notes ou d'échanges pour que l'on puisse exercer au mieux notre rôle et responsabilité d'administratrice et administrateur dans les conseils. Je vais passer la parole à Karine pour la suite de cette séance. Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, nous avons mobilisé 5 présidents et présidentes de clubs pour présenter un axe majeur de préoccupation qui mobilise leur réflexion. Alors, je vais commencer par accueillir en duplex Véronique Sobo, qui est présidente du club Entreprises innovantes en croissance, un club nouvellement créé, une coprésidence aux côtés d'Antoine Joutot, qui est CEO du Bon Coin. Bonsoir Véronique. Alors, ce club a tout d'abord été un groupe de travail qui, durant, je crois, près de 18 mois, a réalisé près de 40 interviews sur la gouvernance des scale-up et des start-up et un résultat, un rapport remis en janvier à notre ministre Cédric O sur ce rapport qui s'intitule « De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance ». Alors Véronique, une question. Pourquoi un fondateur de start-up doit-il s'intéresser à la gouvernance ? Alors, un fondateur de start-up doit s'intéresser à la gouvernance, particulièrement parce que dans l'univers des start-up et des scale-up, justement, c'est pas parce que la taille est petite que la gouvernance est simple. En fait, je dirais c'est même presque l'inverse. Dans la vie d'une start-up, on va dire que dans les 15 premières années, la gouvernance peut changer entre 5 et 6 fois. C'est-à-dire qu'en fait, le fondateur, à chaque levée de fonds, à chaque fois qu'il fait rentrer des capitaux au sein de son entreprise, il va
modifier toute l'organisation de sa gouvernance, puisque les fonds sont apportés par des actionnaires qui sont à chaque fois nouveaux. Donc ça veut dire que tous les 2-3 ans, il doit se préoccuper de l'équilibre de sa bonne gouvernance. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas complètement intuitif pour les gens qui connaissent pas du tout le monde des startups, mais c'est un fait que c'est un sujet de préoccupation qui est donc majeur pour les fondateurs. Et puis, je dirais aussi que le travail qu'on a opéré avec ce groupe de travail là, qui nous a permis de sortir un rapport qui s'intitule « De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance » et qui décrit 7 clés pour la gouvernance d'une start-up qui deviendra licorne. Eh bien, on s'est rendu compte que ceux qui étaient devenus des licornes, dans la plupart des cas, c'était quand même bien appuyé sur un conseil d'administration. On avait fait un véritable allié, s'était appuyé sur une diversité de compétences et avait bien fait travailler leurs conseils. Voilà, c'est le retour qu'on a eu de toutes les interviews qu'on a menées et qui nous ont permis de produire ce rapport. Tiens. Alors nous venons d'accueillir Charles Robinet-Dufaux qui est coprésident du club ETI et également Catherine Touvray qui est présidente du club mutuel et coopérative en plateau. Alors une question pour vous Charles. Vous êtes impliqué à la fois au FBN, au METI, vous êtes président du groupe ENER et nous avons la chance de vous avoir en tant que président du club ETI aux côtés de Fanny Laitier, qui est cofondatrice de Généo Capital, administratrice de Nexence et de Biomérieux. Alors, une question pour vous. Pourquoi les ETI doivent-elles renforcer leur gouvernance? D'abord, c'est moi qui ai la chance d'être avec vous, c'est pas l'inverse. Merci beaucoup. Merci à Fanny Laitier également d'avoir organisé ce club. Je suis là pour parler un peu des ETI et en effet, elles ont besoin de renforcer leur gouvernance. On a créé au métier les ETI en 2008. Il y en avait 4600 en France, on en a 5400 aujourd'hui. Des emplois qui représentent 25% des... Le micro ne marche pas? Maintenant, ça marche mieux? Alors, on s'adapte. Je recommence dès le départ? Bon, très bien, pardon. Alors, encore une fois, d'abord, c'est moi qui ai la chance d'être à vos côtés et pas l'inverse, donc merci infiniment. Les ETI ont besoin, bien sûr, de structurer leur gouvernance parce que les ETI, quand elles ont été créées, enfin, elles ont toujours existé, mais lorsqu'on les a créées en 2008, il y en avait 4600. Aujourd'hui, il y en a 5400. Elles représentent 25% des emplois. Et en même temps, comme vous le savez, ce sont des entreprises qui ont entre 250 et 5000 personnes. Et à l'IFA, on a l'habitude de traiter généralement des grandes entreprises qui sont très structurées. Et l'IFA s'intéresse de plus en plus, et c'est formidable, aux différents autres secteurs d'entreprise. Et les ETI sont, je pense, le secteur qui aujourd'hui est sous le coup de projecteur puisque elles sont créatrices d'emplois nets même en période de crise et ces entreprises de taille intermédiaire, elles doivent tout apprendre des grandes parce qu'elles veulent continuer à grandir et donc elles doivent structurer leur gouvernance. Structurer sa gouvernance, ça veut dire que finalement une ETI c'est comme un adolescent, il a des parties de lui-même qui sont déjà adultes et d'autres où il a vraiment besoin d'expérience, où il peut faire des erreurs de jeunesse encore malgré sa fougue. Et par conséquent, une bonne gouvernance, ça va lui permettre de s'organiser sur des thèmes que l'ETI n'a pas forcément anticipés. C'est vraiment la logique des groupes de travail que l'on a mis en place parce que lorsqu'on parle de transmission, de croissance externe, je reprends mon papier, de raison d'être, de parties prenantes, de fondations actionnaires, des administrateurs référents, de capital humain, évidemment les ETI ne pensent pas forcément à tous ces items lorsqu'elles doivent s'organiser. Et la transmission est un sujet essentiel, notamment pour 50% des ETI qui sont familiales. Celles qui pensent davantage à la croissance externe, elles sont généralement avec des fonds à l'intérieur et certaines sont extrêmement structurées, d'autres vraiment veulent apprendre. Donc, structurer sa gouvernance, ça veut dire s'enrichir de personnes dans les conseils d'administration qui ont une autre expérience et peuvent apporter un autre regard aux ETI qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça que je suis intimement persuadé qu'elles doivent à la fois structurer leur gouvernance et que l'IFA peut les aider parfaitement à remplir cet objectif. Voilà.
Merci Charles, donc un long chemin pour les convaincre et c'est toute l'énergie qui est mise dans ce club pour réussir cet objectif. Alors je vais maintenant passer la parole à Catherine Touret, vous êtes directrice générale d'Harmonie Mutuelle, présidente du club Mutuelle et Coopération, alors un club qui existait mais qui a de toutes nouvelles ambitions. Alors dites-nous, quels sont les enjeux de gouvernance transverse à une mutuelle et à une coopérative ? Aussi, je crois. Je crois qu'on a eu un petit problème de micro, donc je vais recommencer à répondre à ta question, Karine. Donc, ravie d'être avec vous ce soir. Et donc, voilà, ce que j'avais commencé à dire sans le micro, c'est que les enjeux de gouvernance des mutuelles et des coopératives sont d'abord ceux qui sont communs à toutes les entreprises et à toutes les organisations au service de la performance de ces organisations. Et en ce qui concerne les enjeux spécifiques et qui sont liés à 3 caractéristiques qui sont propres pour le coup aux mutuelles et aux coopératives, que je vais citer rapidement. Hein. Donc on a évidemment l'enjeu de la double qualité, hein, donc de producteurs et d'associés, d'adhérents et de clients, sociétaires et clients. On a une deuxième caractéristique propre qui est celle de la finalité autre que le résultat, et donc les réserves impartageables, etc. Et puis la troisième caractéristique, c'est l'engagement, le dévouement, diraient les Canadiens, à la communauté, qui font donc qu'un certain nombre de questions et de défis se posent et qui sont des enjeux principalement d'équilibre et de composition en fait et de relations entre différentes composantes. Donc déjà la composition des instances elles-mêmes, que ce soit l'Assemblée générale, que ce soit le conseil d'administration, quelle partie prenante, quelle représentation, quel équilibre. Ensuite entre l'Assemblée générale, le conseil d'administration, les dirigeants effectifs, et puis ensuite entre les lieux décisionnels et puis les lieux délibératifs pour que les adhérents, les sociétaires puissent travailler au projet, le développer, faire remonter leurs préoccupations. Et donc là aussi un enjeu d'équilibrage tout à fait passionnant sur lequel réfléchir. Et puis le dernier point que je voulais partager, c'est le fait que tout ça est très dynamique et qu'on est aujourd'hui dans un environnement avec 2 grandes évolutions externes, on va dire, hein, qui viennent obliger à accélérer la réflexion. La première, Denis l'a citée en introduction, c'est la loi Pacte. On est aux 2 ans maintenant de cette loi Pacte et elle est venue après les enjeux de RSE, de SG bousculer ce monde des coopératives et des mutuelles. Est-ce qu'on doit rentrer dans les nouveaux outils de la loi Pacte ou est-ce qu'on n'était pas déjà par nature des sociétés à mission? Donc voilà, les avis sont très partagés sur le sujet, j'ai déjà pu le constater. Et puis la deuxième grande évolution qui est beaucoup plus presque quotidienne puisque l'imagination du régulateur est forte et donc c'est toute la compliance qui oblige là aussi à se poser un certain nombre de questions et à envisager un certain nombre d'évolutions. Tout ça dans un contexte dans lequel les coopératives et les mutuelles sont peut-être un peu méconnues, sont peut-être restées un peu modestes dans leur expression et du coup dans la reconnaissance qu'elles peuvent provoquer à l'extérieur de leur monde. Et donc voilà, si vous avez des réflexions sur le sujet, envie de venir partager, que ça soit encore une fois parce que vous êtes membre de ce monde-là ou au contraire parce que les interactions avec les autres types d'entreprises sont intéressantes, voilà, on est vraiment preneurs. Merci. Alors, merci Catherine pour cette vision. Alors ces questions, je le précise, ce sont les vôtres. Alors nous devons avoir maintenant en duplex Hugues et Paillard. Hugues, m'entendez-vous? Donc non. Alors nous attendons Hugues qui est président du club administrateur salarié. Je crois que nous avons un problème, donc nous devons sans doute passer à l'intervention suivante
qui va demander un renouvellement de plateau. Alors, Hélène Auriol-Potier, que vous avez entendue tout à l'heure, est en train de nous rejoindre sur le plateau. Alors, chère Hélène, nous en avons parlé tout à l'heure, vous êtes coprésidente aux côtés de Françoise Malrieux du club ESG, un club qui a publié en février dernier un rapport remarquable sur le conseil d'administration et l'information extra-financière dont je recommande la lecture à tous nos administratrices et tous nos administrateurs. Alors, nous entendons de plus en plus parler d'ESG, de cet équilibre à trouver entre la performance économique et la responsabilité des entreprises. Alors, une question, Hélène, en quoi ces enjeux ESG vont m'impacter en tant qu'administrateur? Merci. Donc, le ESG monte en puissance, hein, on le voit, comme tu le disais. Ah, c'est le micro? Oui, donc l'ESG monte en puissance et comme tu le mentionnais, on le voit partout dans le débat médiatique. Et la prise de conscience ESG est évidente. On le voit dans la loi Pacte, on le voit aussi dans les initiatives politiques comme le Pacte vert européen, également par la pression que mettent les investisseurs et les activistes, on le voit actuellement dans les assemblées générales, mais également les employés, les clients, les futurs candidats, les jeunes ont leur mot à dire et le disent parfois donc très directement. Par ailleurs, la crise sanitaire a fait émerger certaines tendances, comme le télétravail, qui a un impact sur le corps social de l'entreprise. Et donc, c'est un impact très fort sur l'entreprise, parfois massif, jusqu'au point de changer le business model des entreprises. Et donc, c'est un impact sur le conseil d'administration, évidemment. Et donc, chaque administrateur doit se préoccuper de ces sujets-là. Donc, l'ESG, donc environnement, social et gouvernance. La partie gouvernance, c'est évidemment transversal à tous les sujets du conseil d'administration, c'est transversal à tous les sujets traités par l'IFA, mais plus largement, c'est multiforme et c'est assez complexe. Et ce sont des sujets qui sont en pleine évolution et qui, par ailleurs, sont assez immatures. Donc, il revient à l'administrateur de se former afin de pouvoir contribuer au débat en fait, des conseils d'administration sur ces sujets de manière informée. Et donc, c'est là où le club ESG de l'IFA a pour ambition en fait, de clarifier, de défricher un certain nombre de sujets pour aider les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Et on a d'ailleurs divisé les activités en 4 sous-groupes sur des questions qui nous paraissent essentielles sur l'ESG que les administrateurs doivent maîtriser. Reporting extra-financier, donc le reporting extra-financier, l'environnement, la responsabilité sociale de l'entreprise et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc écoutez, je vous invite chaudement à suivre nos travaux et à vous en imprégner. Hélène, pour cette présentation et ce propos. Alors, je crois que nous avons retrouvé la liaison avec Hugues Epaillard en duplex. Hugues, bonsoir, contente de vous avoir en ligne. Alors, Hugues, vous êtes administrateur salarié chez BNP Paribas et coprésident du club administrateur salarié. Alors, l'administrateur salarié est une spécificité du modèle de gouvernance français. Et donc, une question. Quelle est la place pour les administrateurs salariés en 2021 ? Eh bien, écoutez, merci de cette question, Karine. C'est une place qui, on vient beaucoup de parler d'ESG, donc je dirais que l'administrateur salarié répond à la partie S qui est sociétale et sociale, avec les évolutions sociétales et législatives portées notamment par les lois Rebsamen et la loi Pacte. On voit que le nombre d'administrateurs salariés est appelé à s'accroître et ça a démarré avec la saison entre guillemets des assemblées générales. Donc nous, dans le cadre du travail que nous faisons au club des administrateurs salariés, nous interrogeons régulièrement nos membres et également bien au-delà, en faisant des sondages, en interrogeant également des administrateurs référents. Finalement, pour que les administrateurs salariés prennent toute leur place dans la gouvernance, je dirais
dirais qu'il y a vraiment 3 points qui ressortent assez fortement et qui sont indispensables. C'est tout d'abord qu'il y ait une très bonne intégration de l'administrateur salarié au conseil. C'est un élément clé, ce qui nécessite une bonne formation initiale. Il faut que l'administrateur salarié ait également des moyens adéquats pour mener à bien sa mission, qu'il puisse avoir des échanges préalables avec le président du conseil et le comité des nominations pour qu'il soit bien intégré. Également, pour que la base des administrateurs salariés potentiels puisse être large, il est important que les entreprises mettent en place un suivi de carrière des administrateurs salariés et s'attachent à ce que la sortie de poste éventuelle des administrateurs salariés soit quelque chose de positif pour donner envie à la base la plus large possible de venir. Et enfin, le travail sur lequel nous, on est très présent au niveau du club, c'est la communication que je définirais en 2 axes. Il y a une communication qui est large, qui concerne l'ensemble des intervenants pour faire connaître ce mandat, en parler, et une communication qui est essentielle, qui est la communication interne. Il faut que l'entreprise, bien entendu en respectant la confidentialité des débats, permettre à l'administrateur salarié d'avoir un retour envers les salariés de l'entreprise pour que ce mandat soit connu en interne et que ça démystifie le mandat et que les salariés appréhendent mieux le rôle de l'administrateur salarié et du conseil d'administration, ce qui permettra une meilleure participation aux élections quand il y en a. Voilà, donc je vous invite à suivre les animations qui sont mises en place par le club des administrateurs salariés. Je vous remercie de votre attention. Merci Hugues infiniment. Alors merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à ces questions soulevées par nos membres. Et cela souligne comment, à l'échelle de vos clubs respectifs, vous êtes impliqués pour apporter des réponses aussi concrètes que possible à nos administratrices et à nos administrateurs. Alors, vous l'avez vu, nous avons choisi pour cette séquence de mettre en lumière 5 de nos clubs, mais je tiens à préciser que nous nous retrouverons pour des débats de fond en fin d'année avec un événement qui fera intervenir nos 2 commissions, la commission prospective et recherche, la commission juridique et également nos 4 autres clubs, le club président de comité d'audit, le club NOMREM, le club secrétaire de conseil et évidemment notre club fondation et association. Merci beaucoup, Karine. Alors, vous avez vu que l'IFA, la réflexion de l'IFA s'organise autour de clubs et de commissions. Toutes les clubs et commissions sont coprésidés par 2 personnes, généralement une coprésidente et un coprésident. Vous en avez vu certains présentés devant vous aujourd'hui. Je ne n'oublie pas tous les autres, je ne vais pas les citer car il y en a énormément, mais je tiens vraiment à les remercier car sans leur engagement très fort, l'IFA ne pourrait pas porter la réflexion là où elle est aujourd'hui. Donc merci vraiment à tous les coprésidents et coprésidentes de clubs. Et chaque club et commission a aussi un référent au sein du conseil d'administration, ce qui fait que les positions des clubs et des commissions sont partagées au sein du conseil d'administration avant d'être communiquées, et c'est ça qui fait la cohérence de la réflexion en alignement avec notre raison d'être. C'était donc les questions qui avaient été posées spécifiquement à certains présidents ou coprésidents de clubs et de commissions. On a maintenant d'autres questions qui ont été posées des questions générales qui nous ont été posées. Donc, on va les prendre et les répondre, vous apporter les réponses avec Karine et Guylaine. Donc la première question est tout à fait à propos, c'est pourrez-vous décrire les mesures prises pour équilibrer les comptes de l'association ? Donc je tiens à vous rappeler que le budget de l'association en 2021, avant la crise, était d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 millions et on avait quand même prévu d'énormément d'investissements, que ce soit pour le déménagement, l'informatique, et l'augmentation des équipes. Et donc, pour cette année, même s'il y avait un chiffre d'affaires de 3 millions, nous prévoyions à l'époque une perte opérationnelle de 500 000 € par rapport à tous ces investissements.
Fin août 2020, on a demandé à l'équipe de nous faire une projection sur l'année. Et là, le chiffre d'affaires était à l'époque en retrait de 40%. Donc on prévoyait un chiffre d'affaires qui serait passé de 3 millions à 1,8 million. Et les pertes seraient passées de moins 500 000 euros à moins 950 000 euros. Karine et l'équipe ont pris des décisions importantes, notamment la continuation des investissements en informatique et dans le digital, continuer d'investir dans des personnels absolument clés pour passer cette étape, mais aussi faire des réductions et de contrôler les coûts. Les réductions en personnel, au lieu de recruter, on devait recruter 4 nouvelles personnes, on n'a recruté que 2. Des réductions aussi sur le déménagement qui n'a pas eu lieu. Et enfin, il y a une réduction d'événements en physique, il y a plus de webinaires. Donc ça aussi, ça fait des économies. Donc in fine, le chiffre d'affaires a été en retrait seulement de 25%, parce que la formation sont bien reparties en fin d'année, et la perte n'a été que de 184 000 euros. Donc vraiment, bravo à Karine et l'équipe pour avoir géré en période de crise et avoir non seulement continué les investissements absolument nécessaires, tout en réduisant au minimum les pertes de cette année. Donc voici la réponse à la première question. Il y avait une autre question liée à ça qui était sur la nature des immobilisations corporelles. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'investissement qui a été fait en informatique. Alors ces immobilisations sont 152 000 euros de frais d'informatique qui ont été immobilisés. D'autres questions, je crois, sont apparues aussi. Et vous expliquez l'augmentation de la masse salariale. Donc la masse salariale a effectivement augmenté de 15% entre 2019 et 2020. Donc nous avions historiquement prévu de passer d'un effectif de 11 personnes à un effectif de 15 personnes. Avec la crise, nous avons décidé de passer juste à un effectif de 13 personnes. Nous avons fait 2 recrutements, une nouvelle directrice du digital et une chargée de mission. Et à côté de ça, nous avons renforcé la direction avec Karine, car le délégué général d'avant était là à mi-temps et Karine est là à plein temps. Donc c'est cette augmentation donc, de 11 à 13 personnes dans notre équipe, donc c'est une augmentation de 18%, ne s'est vu que d'une augmentation de 15% de la masse salariale. Et nous sommes très très heureux du travail de l'équipe. Je pense que vous avez pu l'apprécier aussi. Voilà, délégué général, directrice générale, c'est une bonne question qui a été posée par quelqu'un. Effectivement, il est écrit dans notre statut que nous avons une déléguée générale. Toutefois, le rôle de Karine est vraiment la directrice générale de l'IFA. Je souhaite proposer ça dans l'évolution des statuts avec une assemblée générale extraordinaire. On en avait eu une en septembre 2020. Je n'ai pas souhaité en faire une encore cette année pour finaliser 2 ou 3 petits éléments de nos statuts. Je le ferai à la prochaine assemblée. Mais donc, Karine est vraiment agit comme une directrice générale, mais vous avez raison, dans les statuts, c'est délégué général. Question d'après, il y avait une question sur quel est le bilan quantitatif et qualitatif des activités de soutien à la recherche de mandats. Et je vais demander à Karine de répondre à cette question. Alors, la recherche de mandat, c'est une question qui revient souvent. C'est une attente que vous nourrissez à l'égard de l'IFA et que nous entendons bien évidemment. Alors oui, l'IFA vous accompagne au travers d'actions de networking, au travers de ce réseau immense de 3100 membres, et puis, vous l'avez entendu, de nos commissions et de nos clubs qui vous mettent en proximité, et aussi au travers de la formation qui comprend notamment dans le parcours certifiant du CAS une démarche de plan de développement personnel, comment faire son CV en tant qu'administrateur. En revanche, trouver un mandat reste une démarche personnelle, un investissement qui est le vôtre. En tout cas, sur l'ensemble des offres que nous avons eues, puisque c'est un service qui est inclus dans notre adhésion groupée pour les entreprises qui adhèrent à notre réseau, 100% des offres ont été pourvues et nous avons la fierté d'avoir eu 57% de femmes qui ont rejoint ces conseils et aussi 43% de certifiés. Nous avons aussi cette année lancé cet atelier en région
pour accompagner ces recherches de mandat. Et comme je l'évoquais, c'est un axe du parcours certifiant du CAS. Nous avons aussi dans nos certificats qui ont de plus en plus de succès, Guylaine l'évoquait tout à l'heure, systématiquement quelques candidats qui n'ont pas de mandat, en tout cas qui sont primo-mandants. C'est quelque chose de très nouveau. Et nous réfléchissons au développement d'une offre spécifique pour 2021 qui pourra être accessible sur 1 ou 2 journées ou une demi-journée, puisque nous avons les outils qui vont bien pour ceci. Merci Karine. Donc nous avons une autre question très précise sur la formation. Pourquoi n'est-il pas possible de régler la formation de la certification des administrateurs indépendants via son compte CPF? Alors si, bien sûr, c'est possible pour le CAS et uniquement pour le CAS. Pour l'instant, c'est le seul certificat qui est éligible en charge partielle pour le CPF. Alors partielle, pourquoi? Parce que vous avez un plafond, le plafond de votre compte personnel de formation qui peut vous limiter sur le bénéfice de ce CPF. Alors, de la même manière, nous travaillons à rendre accessibles nos formations courtes sur l'année 2021 pour que vous puissiez également activer ce compte CPF et faire partie de ce catalogue-là. Merci beaucoup Karine. Donc, c'est possible de le faire. Autre question, quand pensez-vous reprendre les réunions en présentiel? Karine, quand est-ce qu'on y va là? Alors, dès que possible, nous sommes impatients. Nous avons cette assemblée générale à huis clos. Nous avions fait, je vous le rappelle, cet effort en septembre. Ce n'était pas un effort, c'était une volonté, mais nous étions quand même dans une période assez compliquée. Nous allons évidemment reprendre ces rencontres. Nous en avons envie de vous voir. Vous en avez envie également. Ceci étant dit, cette année a été riche en enseignements car ces formats à distance nous ont aussi permis de rendre accessibles beaucoup de nos contenus à des personnes qui sont dans les régions et puis aussi de solliciter des personnalités qui ne pouvaient pas forcément être toujours disponibles sur des formats en présentiel. Donc nous allons sur cette année 2021 avec grande impatience revenir à la fois sur des réunions en présentiel et en distanciel. Nous avons appris les uns et les autres à aussi tirer parti de ces nouveaux outils. Nous le voyons dans la formation, puisque nous avons eu beaucoup de formations qui se sont passées à distance avec de très très beaux résultats. Mais il faut évidemment, et nous tenons à cette relation avec vous en direct, évidemment. Donc réunion en octobre, la journée des administrateurs qui sera un grand show. J'espère qu'on sera tous ensemble et on se réunira pour voir l'évolution de la réflexion que l'on a au sein de l'IFA et on pourra avoir, j'espère, cette journée ensemble où on pourra échanger sur ces thèmes. Donc c'est le mois d'octobre. Voilà, une autre question, justement, on parlait des régions. Quel est le programme de développement de l'IFA en région? Alors nos axes sont sur 3 territoires. Le Grand Ouest, où nous avons le bonheur d'avoir notre nouvelle présidente, Cécile Vacher, qui fait un travail formidable sur un territoire qui était d'ores et déjà dynamique. Des rendez-vous réguliers se sont déjà installés. Nous les appelons les cercles de l'IFA Grand Ouest, 3 sur ce début d'année. Et nous avons un programme de 7 avec un événement que nous espérons d'ici la fin de l'année. Nous avons également commencé sur la place lyonnaise et la place lilloise à organiser les réseaux sur un modèle de gouvernance identique à celui de nos clubs avec une coprésidence, un bureau, un périmètre, des certifiés, des partenaires et nous avons surtout maintenant une directrice en charge du développement territorial qui vient en appui de cet effort-là. Merci beaucoup. Donc les régions, c'était un élément pour la réflexion et la diffusion sur lequel nous étions engagés. Vraiment, merci beaucoup, Cécile, de porter tout l'effort sur la région de Nantes. Une autre question, quels sont nos liens avec les structures sœurs dans d'autres pays européens? Alors, on a ce lien avec l'ECODA. L'ECODA est une fédération d'associations comme l'IFA ou IOD en Angleterre ou Gouberna, par exemple, en Belgique, qui a été créée grâce à l'instigation de l'IFA. Il y avait 3 membres fondateurs, dont IOD en Angleterre et l'IFA. Donc, nous sommes très présents au sein de l'ECODA. Quelques exemples. Le premier, c'est la commission formation au sein de l'ECODA, qui est présidée par Jean Correller.
Jean Correller est aussi en charge de toute la formation du CAS, du diplôme certifiant que l'on fait avec Sciences Po. Nous avons aussi le Policy Committee, qui est piloté par Michel de Fabiani. Michel de Fabiani est aussi coprésident de la commission nomination et rémunération. Et enfin, sous l'impulsion de l'IFA, nous avons lancé un groupe de travail sur la réflexion ou sur les principes de gouvernance européenne. Ce travail a été piloté de main de maître par François Bouvard, qui s'est exprimé tout à l'heure, qui est membre du conseil d'administration aussi, et les résultats de ce travail sur les principes de gouvernance européenne ont été dévoilés il y a à peu près un mois et demi. Ils sont accessibles sur notre site. Voilà pour notre engagement européen qui est un des socles sur lesquels nous travaillons énormément. Une autre question, et je vais demander à Guylaine de répondre, c'est quelles sont les actions en cours pour favoriser une plus grande diversité au sein de nos conseils en France ? Donc en fait, sur la diversité, il faut faire attention aux termes. En réalité, on a souvent tendance à confondre la diversité et la parité. Donc, je vais revenir sur la parité, et par exemple, notre conseil d'administration est un exemple de parité, puisque, en termes de genre, puisqu'en fait, nous sommes parfaitement à 50-50. Mais la diversité, c'est bien au-delà de la parité. Et pour nous, c'est aussi la diversité en termes de compétences. Et à cet égard-là, je voudrais aussi donner l'exemple de notre conseil, qui a de nombreuses compétences en son sein, et par exemple, à la fois en termes d'ESG, d'administrateurs salariés, des compétences juridiques, financières, une représentation forte et de plus en plus forte des territoires, et désormais, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Hélène Auriol-Potier, désormais digitale. En l'occurrence, on cultive cette diversité également au sein des clubs. Et par exemple, je vais donner le cas du club ESG. La présence, l'importance du club ESG et l'implication de ses membres permettent aussi de disséminer l'esprit de l'ESG au sein de l'ensemble des conseils. Enfin, il y a un dernier point que j'aimerais aborder, parce qu'on commence à voir émerger le terme de la diversité des origines. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence à exister dans le monde anglo-saxon, mais en France, ça ne peut être le cas, car comme vous le savez, il est interdit de caractériser des individus en fonction de leur origine. Donc pour l'instant, l'IFA va se concentrer et continuer à se concentrer à la fois sur la parité et la diversité des compétences. Merci. Autre question, quels sont les critères pour faire partie d'un club ou d'un groupe de travail? Je vais demander à Karine. Alors, préciser d'abord que faire partie d'un club, c'est un engagement. Vous avez entendu chacun de nos coprésidents, vous avez vu les chiffres, 95 réunions par an, il faut du temps. Et aussi vous assurer que vous avez une valeur ajoutée pour le club que vous visez en termes de thématiques. C'est un apport de compétences puisque vous allez participer directement à ces nombreux travaux. Alors de manière très pratico-pratique, la façon dont ça se passe, si vous êtes intéressé pour un club, on va vous demander de remplir un questionnaire qui est en ligne et ensuite ce questionnaire sera proposé, soumis au coprésident qui vous contactera, puisqu'il est important également qu'un échange se fasse. Et nous avons dernièrement, en conseil d'administration, pris cette décision d'élargir les cercles où nous avons un club qui est contributeur, qui écrit, qui travaille, avec des séances qui sont dédiées, et nous comptons ouvrir un cercle de membres actifs qui pourraient aussi être impliqués dans les travaux, mais d'une manière différente, car en effet, il faut que nous puissions ouvrir ces clubs plus largement à tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir y accéder. Et ça, c'est vraiment toute la diversité que l'on a, la difficulté, j'aimerais dire, que l'on a aussi au sein de l'IFA, c'est il y a des clubs, mais un club peut travailler, si jamais il a un nombre d'individus, un club à 100 personnes, c'est quand même plus difficile de travailler, et c'est là où on crée des groupes de travail ou des sous-commissions. Voilà, donc là, vous avez entendu, une décision a été prise au niveau du bureau et du conseil d'administration, et donc nous allons élargir. Merci. Question, envisagez-vous de relancer la commission des affaires internationales? Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin, car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on travaille avec l'ECODA, qui c'est son rôle de nous aider
à réfléchir sur la gouvernance européenne et où commencent les différents pays en Europe pour avancer la gouvernance, et aussi se comparer à d'autres types de gouvernance, la gouvernance américaine, la gouvernance chinoise. Là encore, je vous recommande de lire l'excellent rapport sur les principes de gouvernance européens qui est disponible sur notre site et qui a été publié il y a 6 semaines à peu près. Dernière question que je vois là, c'est comment mieux préparer les administrateurs au débat des conseils sur tout un tas de sujets, hein, innovation, stratégie, nouvelle organisation de travail post-Covid, information financière, raison d'être, supply chain. Enfin, il y a eu énormément d'idées nouvelles là-dessus. Guylaine, je vais te demander de répondre à ça. Alors la question est vaste, donc je vais essayer d'y répondre point par point. Donc le premier point, c'était sur l'innovation et la stratégie digitale. En fait, nous travaillons avec le CIGREF et la commission prospective s'en saisira. Comme vous le savez, le CIGREF comprend un certain nombre de CEO et ensuite, sur la nouvelle organisation du travail post-Covid, il y a un groupe de travail qui vient de produire une note extrêmement intéressante sur le capital humain et qui tente à prouver et à montrer et à mettre en avant l'importance stratégique du capital humain dans la vie des entreprises et de l'ensemble des organisations. Ensuite, sur le point de l'information non financière, là aussi, nous avons eu un groupe de travail qui s'est réuni au sein du club ESG sur la partie extra-financière et qui est en train de produire une note. Sur la raison d'être, il y a un groupe de travail transverse qui comprend à la fois des membres de la commission juridique, des ETI et du club ESG qui est mobilisé sur le sujet. Sur la supply chain, c'est peut-être le sujet sur lequel il nous reste à nous mobiliser au sein de l'IFA. Je dirais que l'industrie est en train de s'organiser. Je prendrai comme exemple le fait que les superviseurs, et notamment dans le secteur bancaire, sont souvent des figures de proue en matière des nouveaux sujets de gouvernance. Et sur la supply chain, ils sont de plus en plus exigeants. Et les banques sont en train de répondre à cette demande, notamment de manière à s'assurer que les fournisseurs ont des comportements qui sont vertueux. Donc nous en avons parlé et c'est sûrement un sujet sur lequel nous travaillerons à l'avenir. Ce n'est pas un sujet qui est encore complètement mature, mais qui le deviendra petit à petit. Merci beaucoup, Guylaine. Donc je crois qu'on a descendu la liste des questions qui nous avaient été données. Il n'y a pas eu de nouvelles questions. La régie me dit qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc si jamais il y a des nouvelles questions qui arrivent, n'hésitez pas de nous les envoyer sur nos emails. Karine et moi ou les autres personnes vous répondront. Donc, on a répondu aux questions avec les présidents de club, aux questions spécifiques. Encore une fois, nous sommes totalement transparents. N'hésitez pas de nous poser des questions. Si vous en avez, nous y répondrons. On arrive à la fin de cette AG. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette AG? On a vu que malgré la crise, qui nous a quand même tous perturbés, on a continué sur la stratégie qui vous avait été présentée, que vous avez validée. Notre cap a bien tenu, même dans cette crise, et votre association a pu continuer de se développer. On a vu aussi qu'en 2020, on a développé beaucoup de clubs et commissions, 11 clubs et commissions, 28 groupes de travail, des personnes qui se réunissent très très régulièrement et qui commencent à produire des positions, des réflexions, des défis pour la gouvernance, et même qui vont se projeter pour dire quelles seront les questions qu'on pourrait avoir en gouvernance dans les années à venir. 2021 sera un grand cru pour l'IFA. Grand cru dans à peu près tous les domaines. Premièrement, dans la réflexion. On est en train de publier très très régulièrement des positions, que ce soit des rapports, des prises de position, des notes synthétiques pour nous aider, vous aider tous à devenir des meilleures administratrices et administrateurs. Deuxièmement, je crois qu'on aura aussi une revue du Vademecum qui a été produit il y a quelques années et qui va arriver en 2021. Grand cru aussi, car on a la chance de fêter les 10 ans du certificat IFA Sciences Po. Et en 10 ans, ce certificat aura aidé ou certifié plus de 1000 personnes. Et ça, c'est assez exceptionnel.
Et un autre élément sur cette certification qui montre la qualité qui est donnée, quand il a été lancé il y a 10 ans, 80% des gens qui se présentaient au certificat n'étaient pas administrateurs. Aujourd'hui, plus de 90% des gens qui font ce certificat sont déjà administrateurs ou administratrices. C'est-à-dire qu'ils viennent là parce qu'ils ont eu cette responsabilité d'être administratrice et administrateur et reconnaissent la qualité de cette formation. Et comme vous savez aussi, il y a tout un tas d'autres formations, de grands crus ensemble. Et dernier grand cru pour 2021, c'est tous les investissements qui ont été faits en digitaux vont porter encore plus de fruits. Il y a eu déjà beaucoup de fruits qui ont été portés en 2021. Quand on a vu qu'on est passé de 45 réunions à 43 webinars et 2 réunions en physique, enfin ces webinars ont été un énorme succès au sein de l'IFA, mais cette digitalisation nous aide aussi à être plus près des gens qui sont en région, de leur partager et de réfléchir avec eux. Et donc, ce sera le 3e grand axe de 2021 sur lequel je pense que 2021 sera un très très grand cru pour votre association. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour ce temps. Nous sommes dans les temps, je crois. Oui, nous devions nous arrêter à 8 heures. Je vous redonne 10 minutes pour passer avec les vôtres. Merci beaucoup et au plus tard, Journée des administrateurs en octobre. Merci beaucoup à toutes et tous.